Hey! J'ai un micro! Bon, je sais pas comment l'installer, mais j'ai un micro! On va commencer tout de suite par un petit attention. Je ne suis pas sexologue. Ça fait seulement depuis les années 1950 qu'on commence à se pencher sur l'imaginaire érotique et les comportements sexuels par des recherches empiriques. Donc, ça se peut que ce que je dis, ce soit invalidé dans un mois parce que tout n'est qu'hypothèse. Ça se peut qu'il y ait un nouveau modèle de pensée qui rentre en compte puis que tout ce que je dis là, ce soit plus d'actualité. Ça se peut aussi que je manque des petits bouts dans l'histoire parce que je ne sais pas tout. Moi, je suis ici seulement pour vous partager les informations que je connais pour que vous fassiez « Oh! » Et la sexualité s'expérimente de façon subjective. En aucun cas, ce que je dis, vous devez prendre ça comme si c'était une vérité universelle. Tout le monde est différent. Si vous avez des questionnements, si vous êtes curieux, allez consulter des professionnels. Ne prenez pas pour du cash tout ce qu'un étranger sur YouTube vous dit. L'historique des recherches sur les fantasmes. On va commencer avec Freud, notre bon boy Freud. C'est sûrement la figure la plus importante de la psychologie moderne. Mais mettons qu'il ne faut pas prendre pour du cash tout ce qu'il dit pour rester poli, disons. Donc Freud, premier à se pencher sur le cas des fantasmes et de l'imaginaire érotique, selon lui, il croyait que les fantasmes c'était une représentation de désirs refoulés, donc automatiquement négative pour l'entretien d'une relation amoureuse saine et d'une sexualité saine. On a gardé cette conception-là longtemps, puis encore aujourd'hui, on a des espèces de petits réflexes de Freud qui nous remontent à la gorge des fois. Mais graduellement, on s'est dirigé vers une autre conception des fantasmes avec les recherches de Oh Seigneur, je savais j'allais me planter dans ce nom-là. Avec les recherches de Leitenberg et Henning dans les années 1995. Donc, Leitenberg et Henning qui divisaient les fantasmes comme ça. Attention, ça va aller. Qu'est-ce que tu fais à manger la prise électrique? Mais oui, esti, je veux pas que tu manges le fil électrique. C'est-tu vraiment trop demandé que tu manges pas le fil électrique? Michigan est très fâché contre moi parce que je l'empêche de manger les prises de courant. Donc, avec les recherches de Leitenberg et Henning, ils ont divisé les fantasmes selon deux catégories. Attention, ça va aller vraiment très vite. Essayez de me suivre si vous vous perdez, pas grave. Déviant. Non déviant. Bien. Mal. Gentil. Méchant. Parce que tout est si simple. Tiens, dans la catégorie études scientifiques biaisées à la logique discutable, il y a beaucoup d'études qui sont faites dans les années 1950 qui visaient à établir une corrélation entre les agressions sexuelles et la fantasmatique des agresseurs. Ils voulaient prouver en gros que les agresseurs avaient plus de fantaisie sexuelle. Mais le seul échantillonnage qu'ils ont pris, c'est sur des agresseurs. Le voyez-vous le billet? Et c'est dans la dernière décennie, dans les derniers 10 ans seulement, qu'on a établi le fait que les fantasmes ne sont pas déviants dans leur essence, dans ce qu'ils sont, mais bien dans l'effet qu'ils ont sur leur émetteur. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je vais y aller rapidement. Selon le DSM-5, le plus récent, pour être considéré comme une paraphilie ou un fantasme déviant, ça doit remplir deux critères. Premièrement, causer de la détresse à l'émetteur du fantasme, et pas nécessairement seulement de la détresse sexuelle et intime, mais également que ça prenne une place obsédante dans son quotidien. Deuxièmement, ça cause l'objectification de quelqu'un. Mais où c'est donc qu'on en est arrivé, à quel point aujourd'hui? Il y a deux études récentes sur les fantasmes qui vont nous intéresser aujourd'hui. Premièrement, une étude de Joyal et ses collègues, qui sont tous des Québécois, et qui ont recensé les pratiques sexuelles puis les fantasmatiques sexuelles de 799 femmes et de 718 hommes québécois. Merde, c'est 717, j'ai dit 718. Et l'étude de Carr et ses collègues, K-A-H-R. Pourquoi je vous dis comment les play? On n'est pas dans une dictée, là, vous regardez une vidéo YouTube. Je peux-tu vous sacrer patience 2 minutes? Et Carr et ses collègues en 2008, qui ont questionné 18 299 personnes du Royaume-Uni et des États-Unis quant à leur pratique sexuelle et à leur fantasmatique. Les deux études sont arrivées plus ou moins aux mêmes conclusions. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à placer les fantasmes dans 3 catégories. Les fantaisies romantiques, ou, moi je préfère l'appellation anglaise, bounding, parce que ça offre une vision un peu plus, tu sais, ça parle de connexion, pas nécessairement amoureuse. Fait que dans le bounding, il y a vraiment l'aspect relationnel sans nécessairement réduire la relation à une relation amoureuse. Deuxièmement, les dynamiques de pouvoir.
Et troisièmement, les fantasmes de violence psychologique et physique. Ça veut dire avec l'absence de consentement, que ce soit en tant qu'agresseur ou victime. C'est vraiment fucké de dire ça avec le gros smile d'en face. Attention, est-ce que déceler des catégories, ça veut dire que nous sommes tous condamnés à être excités par les mêmes choses? Non. Est-ce que ça veut dire que la pornographie qu'on nous présente est une représentation la plus objective possible de ce qui va exciter les gens? Non. La pornographie est culturelle. Bonjour, c'est Catherine de l'Editing qui a enlevé son rouge à lèvres. J'ai oublié de vous dire une information, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Qu'on est tellement intelligent, qu'on a tellement de connaissances, ça se peut qu'on en perde des bouts. Un jour, je vous promets, je vais faire une vidéo sans oublier quelque chose. Donc, je vous ai dit que de déceler des catégories dans les fantasmes, ça veut pas dire qu'on va être tous excités par la même chose, mais je vous ai pas dit pourquoi. Parce que ce qui constitue un fantasme, il y a deux volets, mettons dans un fantasme. Il y a l'aspect essence, qui est les thématiques que je vous ai nommées, et puis l'aspect esthétique. Et c'est dans l'esthétique qu'on va avoir une variation chez chaque personne. Puis ça, des esthétiques, il y en a une infinité. Puis c'est pour ça que je dis qu'on ne va pas être tous excités par la même chose. C'est que ces trois thématiques-là, oui, qui reviennent plus souvent chez chaque personne, vont s'exprimer sous une esthétique différente. À toi, Catherine. Ça, c'est pour l'historique des recherches sur les fantasmes. Il y en a bien d'autres, mais ça me prendrait tellement de temps de 1, toutes les trouver, 2, toutes les lire, 3, toutes les comprendre et 4, faire un texte avec ça. Il y a un problème que je décèle dans la recherche concernant les fantasmes et l'érotisme. Comment ça fonctionne une étude sur les pratiques sexuelles et les fantasmes? C'est que, mettons, vous êtes un participant, moi je suis la clinicienne. Oui, la clinicienne, je suis une femme. Je vous passe une feuille avec une liste de fantasmes et je vous demande, mettons, à quelle fréquence vous utilisez ce fantasme-là dans des activités de masturbation ou avec un partenaire. Vous allez répondre au questionnaire, mais c'est une liste que moi je vous ai fournie. Mais oui, esti, arrête de manger le fil électrique. Je comprends pas, Michigan. Mais non, je comprends pas. Je vais le prendre, ça va l'occuper un peu. Non, mais oui, moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Michigan, je t'aime beaucoup. Donc, la liste de fantasmes est déjà fournie. Mais c'est normal, la science doit opérer par des chiffres pour arriver à un résultat fiable et le plus proche d'une certaine objectivité. Résultat, on a très peu d'informations sur la diversité des érotismes. Mais c'est normal en même temps. Penser, c'est essayer d'organiser le chaos du monde. Et puis, pour comprendre ce chaos-là qui nous entoure, il faut catégoriser. Penser, c'est catégoriser. Petite anecdote, j'utilise souvent cette phrase-là, on ne peut pas penser sans catégoriser. Je trouve qu'elle est vraiment éloquente. Elle prend un concept qui est assez abstrait puis réussit à le formuler en une phrase. Puis je pense que c'est là le génie des grands philosophes. Et moi, j'étais super fière, je pensais que j'avais inventé cette phrase-là, j'étais super contente, j'étais fière de moi. Et là, pour faire cette vidéo-là, j'ai réécouté une entrevue que j'avais faite avec Denise Medico, qui est une prof de sexologie à l'UQAM. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, cette phrase, c'est pas pantoute de moi, c'est de elle. J'ai perdu beaucoup de confiance en moi ce jour-là. Mais là où la science fait défaut, c'est-à-dire parler de la subjectivité, c'est l'art qui prend le relais. L'art parle de subjectivité. D'où l'importance de parler d'érotisme sur les sphères artistiques et publiques. Là, je chiale! Mais parce que souvent, moi, quand j'ai présenté mon projet à des résidences de création, des résidences de création, des bourses, du financement, toutes ces choses-là dans le milieu artistique, je me suis souvent fait répondre « On peut pas présenter ça sur une scène, le public acceptera pas ». Mais il manque un bout pour faire avancer nos mentalités si on voit jamais l'aspect subjectif, individuel, comment ça s'inscrit chez la personne, puis que tout ce qu'on a, c'est de la science. Il y a un bout où est-ce qu'on se rend pas. Il y a une compréhension qu'on n'atteint pas. On manque de subjectivité, de nuances, puis de poésie. J'ai fini. On passe au deuxième segment. Processus de formation d'un fantasme. Comment toi, tes fantasmes se sont-ils formés? On va commencer comme ça. Les fantasmes ne sont pas innés. On n'est pas né avec des fantasmes téléchargés dans notre tête qui vont s'exprimer plus tard. Donc, ce qui nous excite, si c'est pas inné, c'est forcément quelque chose qu'on a pris dans notre environnement, en évoluant. Denise Medico, prof à l'UQAM, comme j'ai dit tout à l'heure, elle dit qu'un fantasme est créé à partir d'une intensité qu'on va érotiser. Que ce soit On va recommencer pour le fun. Denise Medico, enseignante à l'UQAM en sexologie, comme je disais, elle dit que ce qui va nous exciter, c'est qu'on prend une situation intense et on l'érotise. Donc, ça peut être une intensité positive ou négative, mais ça prend de l'intensité.
Parce que si c'est de l'indifférence, ça va être plate en esti. Alors, selon l'étude de Gold et Gold, deux scientifiques, en 1981, ils ont identifié l'apparition du premier fantasme de 11 à 13 ans environ. Or, je vois l'apparition de petits billets, moi, dans cette étude. Ben, premièrement, les gens sont gênés. On parle pas de sexualité nulle part. Fait qu'on vous demande, salut, toi, c'est quand que t'as eu ton premier fantasme? Fuck, tu veux pas dire trop jeune pour pas avoir l'air déviant puis obsédé sexuel, tu sais. Fait que moi, je pense, puis c'est aussi le cas de gens qui ont analysé l'étude, je suis pas toute seule, on reproche à cette étude-là d'avoir un biais qui est très fort là-dessus. Les gens vont mentir. Deuxième biais possible dans cette étude-là, te rappelles-tu, toi, qu'est-ce que tu faisais avant 10 ans? Beaucoup de gens se rappellent tout simplement pas. Fait que je veux vous dire ici, si vous vous rappelez de fantaisie, nanana, oh, j'ai du vent dans les cheveux. Donc, je veux vous rassurer ici, si vous vous rappelez que vous avez eu des images fantasmatiques qui sont venues avant la puberté, c'est complètement normal. L'éveil sexuel des enfants se fait autour de 3-4 ans. C'est là qu'on commence à être conscient de la sexualité, t'sais. Sans nécessairement être... Ah, boy, c'est dans l'inconscient, mais on n'en est pas vraiment conscient, mais c'est conscient. Tu comprends-tu qu'est-ce que j'essaie de te dire? Là? Ok, ouais, je vais dire ça de même. Donc, c'est autour de 3-4 ans que notre corps s'éveille un petit peu sexuellement. Tu sais, les enfants de 3-4 ans, ça se crosse. Je m'excuse de vous le dire, là. Ça se crosse, un enfant de 4 ans. Il sait pas ce que c'est, mais il se crosse. Tu sais, moi, le premier fantasme que j'ai eu, je me rappelle, c'était à 7 ans. Je suis pas déviante, là. Et toi non plus à la maison. À partir de maintenant, puis pour le reste du vidéo, je vais pas tant utiliser le mot fantasme, mais plutôt érotisme, parce que ça englobe vraiment quelque chose qui est plus large que simplement le simple scénario fantasmatique. Puis je l'ai dit dans mon dernier vidéo là, de vocabulaire, mais j'ai trouvé une citation vraiment extraordinaire qui explique c'est quoi l'érotisme. Quand je l'ai lu, j'ai fait... Fait que je vous la lis. Elle est en anglais. Okay, fait que je vous la lis, elle est en anglais, puis comme je suis pas capable d'apprendre des trucs par cœur en anglais, ben je vais avoir mon ordi. C'est super gênant de parler en anglais en plus. Je suis pas bonne, tu sais. Je suis super bonne en diction, là, mais en anglais, là. Erotism is not best understood as a state of c'est quoi, je pense que je vais juste la traduire. L'érotisme, c'est pas un état spécifiquement génital et sexuel. L'érotisme, c'est un état de charge. L'érotisme n'est pas nécessairement sexuel, mais il est charnel. On le reconnaît par un état d'activation corporelle qui prend place sur la peau ou au-delà de la peau. Ça génère un état d'appréciation et de désir dans le corps. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un érotisme? Si on sait que ça n'a pas été saupoudré au-dessus de notre berceau par la bonne fée sodomite, d'où il vient? Oh, alors là, mes amis, on a plusieurs réponses, plusieurs hypothèses, devrais-je plutôt dire. Comment on va procéder? C'est que je vais vous présenter un modèle de conceptualisation de la formation des fantasmes. Cette phrase était énormément longue. Et puis, je vais rajouter des petites informations qui manquent à ce modèle-là. On va faire de la factorisation d'érotisme. J'adore ça! Encore une fois, je vous rappelle que les informations que je vais vous donner sont sûrement incomplètes. Ce que j'essaie de faire, c'est de vous donner un espèce de point de départ pour des réflexions personnelles après que vous allez faire pendant vos temps libres. On part. Alors, première composante d'un érotisme, la subjectivité. C'est comment cet érotisme-là participe à la construction de votre identité. Quand on fantasme, quand on érotise quelque chose, on se projette, on se met en scène. Ça parle de notre identité, comment on se perçoit, comment on aimerait être. La partie subjectivité, c'est un peu, c'est quoi votre personnage érotique? Le meilleur exemple de ça, c'est dans la communauté furry. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la communauté furry, c'est des gens qui vont se créer complètement, se dessiner une toute nouvelle identité qui est un animal avec des caractéristiques, une personnalité, puis ils vont incarner ce personnage-là. Et ils s'engagent dans leur communauté avec des activités sexuelles parfois, mais souvent aussi qui sont pas du tout sexuelles. Parce qu'il y a ça dans la partie subjectivité aussi, l'appartenance à une sous-culture. C'est un besoin extrêmement fort chez l'être humain de se sentir appartenir, d'avoir des gens avec qui, à qui on s'identifie. Et beaucoup de gens trouvent cette communauté-là dans les pratiques sexuelles. Deuxième composante de l'érotisme, l'intersubjectivité. C'est tout ce qui est enjeu psychorelationnel. Donc, on a tous une histoire de vie.
Hein? Je vous l'annonce, on a tous une histoire de vie. On a tous des sensations, des émotions qu'on veut répéter, qu'on veut revivre, et d'autres qu'on veut éviter. On construit nos relations selon un certain pattern d'attachement qu'on développe en évoluant, et puis notre érotisme va se fondre à notre histoire de vie. Troisième composante, la corporéité. Je ne me suis pas trompée, ce n'est pas la corporalité, c'est la corporéité. C'est la composante ajoutée le plus récemment et celle qu'on oublie le plus souvent. Et pourtant, pendant longtemps, on a analysé les érotismes sous une question seulement psychologique et relationnelle, toute dans la tête, et on a complètement laissé le corps tomber. Ben parfois la réponse à pourquoi ça m'excite, c'est parce que c'est le fun. D'un côté corporel, affectif, émotionnel, c'est le fun. Puis c'est fou. C'est juste maintenant qu'on commence à l'intégrer à notre conceptualisation de l'érotisme. OK. Pour le reste de la vidéo, on va faire ça un petit peu freestyle d'énumération parce qu'il me reste plein d'informations à donner puis j'ai pas du tout trouvé comment les mettre dans une ligne de progression de pensée logique. Fait que je vais faire ça comme ça. On va appeler ce segment-là « Fausses croyances ». Fausses croyances concernant les fantasmes. Premièrement, les gars veulent beaucoup de sexe avec beaucoup de femmes différentes tout le temps. J'ai entendu beaucoup d'hommes qui étaient gênés de ne pas avoir autant de désirs sexuels pour autant de personnes que leurs amis. Vous avez le droit, mes boys. Autant qu'une femme a le droit d'avoir une sexualité active et diversifiée, vous avez le droit de ne pas avoir envie de coucher avec une fille. Même si vos amis vous disent « Ben là, t'es bien épais de ne pas vouloir coucher avec. » Non, non. On s'en crisse d'eux autres. Les cons, c'est eux. Les cons, c'est eux autres. Et croyez-moi, vous êtes beaucoup plus nombreux que vous pensez. Il y a un homme qui m'a raconté récemment que pendant longtemps, il a fait semblant d'être attiré par plein de filles, puis il a fait semblant de vouloir coucher avec elles, alors que, ça ne tentait pas réellement, parce que, il était, oh boy! Parce qu'il était gêné. Faites pas ça, les gars. Ça vaut pas la peine. Ah, mon bébé. Mais oui, mon bébé, là. Ça fait longtemps que je fais des vidéos, là. De l'attention. Deuxièmement, le sexe n'est pas linéaire. Je m'explique. C'est pas parce que quelqu'un a une sexualité plus diversifiée, plus fréquente, disons, qu'elle est plus libérée ou ouverte. Le chemin de l'érotisme, c'est pas un parcours linéaire que vous gagnez si vous collectionnez des pratiques sexuelles. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'ai tellement entendu de monde qui disent à d'autres « Ah, tu fais pas de BDSM? C'est correct, t'es juste pas rendu là. » Non, il n'y a pas de t'es pas rendu là. Peut-être que la personne, ça ne tentera jamais. Puis c'est pas parce qu'elle n'est pas libérée, qu'elle est pognée dans un carcan conservateur. Ça y tente peut-être juste pas. C'est pas linéaire. Moi, je me sens souvent pas assez hot ou pas assez libre ou féministe, whatever, parce que je refuse de faire des choses. Encore là. Puis moi, je fais des vidéos sur YouTube pour vous parler de sexe, puis je suis gênée moi-même. Il faut que je me rappelle souvent encore que dire non, ça fait partie de la liberté. Moi, une fois, j'ai accepté un contrat de photoshoot érotique. Bon, il y a une fille qui est venue me voir puis elle m'a dit « Hey, bravo, t'es vraiment mieux dans ton corps qu'avant. » Non, j'étais pas mieux ou moins bien qu'avant. Pour moi, faire ce contrat-là, c'était pas symbole de ma libération corporelle. C'est pas parce que je me mettais tout nu que j'étais plus ouverte avec mon corps, là. J'étais aussi à l'aise avant qu'après le contrat. Je me trouvais aussi laide, là. C'est pas linéaire. Troisième fausse croyance. Je suis rendue à 3. Troisième fausse croyance. L'argument de « tu sais pas si t'aimes ça ou pas, t'as jamais essayé ». Ça, c'est juste bébé lala. La personne n'a pas le goût, laisse-la donc tranquille. Tu sais, l'analogie du consentement avec la tasse de thé, là, tout le monde connaît un peu ça. Mais vous en faire une analogie, check bien. Tu fais une tasse de thé à quelqu'un, tu la présentes à la personne, puis la personne sent, puis fait hey, « excuse-moi, j'aime vraiment pas l'odeur ». Tu vas pas dire « comment sais-tu que tu n'aimes pas ça, tu ne l'as pas bu ». Elle dit qu'elle aime pas l'odeur, tu vas pas y forcer de boire la petite tasse de thé. Mais c'est la même affaire. La fille, elle t'a dit que ça pue ta pratique sexuelle, ça y tente pas. Mais laisse-la tranquille. Quatrième fausse croyance, l'appellation vanilla. C'est poche, ça. On veut pas shamer les gens sur aucune de leurs pratiques sexuelles. Puis souvent, le terme vanilla sexe est utilisé pour ridiculiser les gens qui sont moins aventureux au lit. C'est juste poche. Comme quoi, c'est une façon risible de pratiquer la sexualité. Ben, c'est comme traiter une femme de salope. C'est pas de vos affaires. Shamons aucune pratique, OK? Cinquième fausse croyance. Souvent, on se permet de deviner le vécu d'une femme selon ses pratiques sexuelles ou ses fantaisies. C'est fucké, ça. J'ai beaucoup entendu de gens qui disaient, mettons,
Ah, les travailleuses du sexe parce que leur père n'était pas présent. Ou bien les danseuses, ils ont vraiment besoin d'attention parce qu'ils ont manqué d'attention de leur père. Ou bien les femmes qui font du BDSM, on leur dit « Ah, elle a sûrement été abusée quand elle était jeune, donc elle essaie de réparer son traumatisme. » Ça n'a pas rapport, là. J'en ai même vu un l'autre jour sur Internet, puis c'est vrai, là. C'est un gars, tu sais, je pense qu'il s'appelait Denis. Pour vous donner l'idée, là. Denis disait donc sur un commentaire Facebook moi, les filles qui ont des gros tatous sur la poitrine, ben, je trouve pas ça sexy, c'est laid, je sais pas où est-ce que vous avez manqué d'attention. Oh là là, toutes ces merdes-là, là, non, ça n'a pas rapport. Humble yourself un peu, on connaît pas le passé des autres. On peut pas juste le deviner par une information qu'ils nous donnent. Dernière fausse croyance sur les fantasmes, je vais vous avertir tout de suite, je vais parler d'abus, donc si vous voulez vous retirer, ben, je vous souhaite une bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine, j'ai des beaux sourcils rouges. Et si vous restez là, voilà. Il y a beaucoup de filles qui se sont confiées à moi à propos d'abus sexuels qu'elles avaient vécus et puis qui avaient une grande honte parce qu'elles se rendaient compte qu'elles érotisaient en quelque sorte des scènes de violence puis elles croyaient que c'était en lien avec leur abus. Non, je veux dire avec l'abus qu'elles avaient vécu. Parce que leur abus, on dirait que ça les attache à leur identité, alors que l'abus qu'elles ont vécu, ça sépare la personne de l'événement. Donc, l'abus qu'elles avaient vécu. Donc, c'est ça, les thématiques d'abus étaient présentes dans leur fantasmatique. Je vous rappelle que je ne suis pas sexologue. Moi, ça me fait plaisir quand les gens viennent se confier à moi, vraiment. Si vous avez besoin de parler, regarde n'importe quand. Moi, je fais ça de ma vie, là, genre avec du monde de sexe. Mais je ne peux pas vous dire si c'est sain ou malsain. Si c'est des questionnements qui persistent, si vous vous sentez mal à l'aise avec ça, allez consulter un professionnel. Je vous jure que vous n'êtes pas les seuls qui ont ce questionnement-là. C'est pas du tout honteux à avouer. Et je peux m'avancer aussi un peu en vous parlant d'une pensée que ma sexologue m'avait déjà communiquée. Elle m'a dit « Catherine, la psychologie, c'est comme une spirale. OK? Et puis, quand tu vis une expérience traumatique ou même juste désagréable, ton cerveau essaye de résoudre ce problème-là. Comme une équation mathématique, il n'arrive pas à balancer son équation. Il ne comprend pas. Il est comme là, il tourne en rond, il fait « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça me reste en tête? Pourquoi ça me reste en tête? » Il faut avoir une fin logique à ce questionnement-là. Fait qu'il tourne, puis nous autres, on a l'impression qu'il tourne en rond, là, qu'il est de même. Puis qu'on reste toujours là, puis que cette situation traumatique désagréable-là va rester dans notre tête, puis elle va continuer à tourner comme ça pour les siècles et des siècles. Mais en fait, c'est pas circulaire. C'est une spirale. Donc, mettons, nous autres, on est ici, là. Puis là, tac, le problème arrive. Tac, le problème revient. Tac, le problème revient. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'à chaque fois que ce problème-là revient en tête, il s'approche du centre de la spirale. Il y a toujours une évolution. Puis, ce qu'elle me conseillait, puis ce qui m'a beaucoup aidé à passer à travers beaucoup de choses, c'est d'accepter le fait que le problème revient et de comprendre que c'est une évolution et que bientôt, ben regarde, il va disparaître dans le fond de la spirale. Tout est toujours en permanente évolution. Fait que c'est ça, je peux juste vous conseiller de parler à des gens de confiance, de vous ouvrir, puis je vous garantis qu'il y a beaucoup plus de gens que vous pensez qui ont vécu les mêmes choses, qui ont passé par les mêmes pensées. Donc, ouvrez-vous, ça aide énormément. Et puis, n'ayez pas peur de consulter. C'est pas honteux, pas en tout. Moi, je trouve ça le fun. Regarde, moi, j'ai une psy et une sexologue. Je suis deep dans les maladies mentales. J'en ai 2 qui me suivent, OK? Puis, je trouve ça génial parce que pour moi, c'est pas des médecins, c'est pas des gens qui me prennent des notes et sont comme un dossier, tu sais. Je les perçois vraiment plus comme des guides. Fait que je vous encourage à les consulter. Ouais. Ben, ça finit lourd, hein? Mais en même temps, ça finit lourd puis ça finit pas lourd parce que là, je suis off script, là. Ça fait longtemps que je suis partie de mon script de départ. Mais c'est assez extraordinaire, je trouve, qu'on soit capable de parler de ça. Ben, je dis capable de parler de ça, tu sais. Je suis comme si je dialoguais, mais regarde, je suis devant une caméra, tu m'écoutes, on dialogue présentement. Puis c'est quand même dans la sphère publique. Il y a 2 ans, ce serait jamais dans la sphère publique, ce genre de questionnement-là. Puis bon, ça va lentement, on recule sur bien des affaires, mais au moins c'est sorti. Au moins on en parle. Puis tu sais, c'est pas pour me lancer de fleurs en faisant « Mais moi, je suis capable. » Mais tu sais, qu'il y a du monde qui parle des projets en lien avec l'érotisme, des chaînes YouTube, puis qu'on puisse se renseigner, c'est fucking nouveau. Fait que oui, on a l'impression de reculer beaucoup avec toutes des conneries qui arrivent puis qui nous font chier. Mais au moins, c'est plus caché en dessous d'un sofa. Continuons cette évolution-là, OK? Fait que je vais finir là-dessus.
J'ai fait moins de niaiseries dans celui-là, mais regarde, je vais vous en faire un peu, là. Je fais des niaiseries. Et puis, ben, on like la page, on like les vidéos, on partage les vidéos, on dit aux gens autour de nous qu'on les aime. Appelez quelqu'un, dites-lui que vous l'aimez. C'est de la merde. Mais oui, suivez-nous sur les réseaux sociaux et tout ça. Ça nous aide énormément. Comme ça, j'ai pas l'impression d'être seule à parler à une caméra, tu sais. Appelez-moi, on déjeune. Qu'est-ce que je raconte, moi? Man, les conclusions sont toujours fucking whack. Fait que c'est ça. Shout-out aussi. Merci Marco et Célia qui m'ont acheté un beau micro. À un moment donné, je vais être capable de le brancher puis vous allez m'entendre comme du monde. Bye.